Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre voyage au bout de l'ennui, notre exploration philosophique de cette réalité complexe qui est une sorte d'étrange cocktail. Aujourd'hui, nous allons voir d'abord sa face négative, ensuite nous allons voir sa face positive pour terminer par énoncer très librement quelques moyens concrets pour traverser victorieusement l'ennui. Tout d'abord, voyons la face négative de l'ennui. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'ennui n'était pas simplement une expérience psychologique, mais également une expérience métaphysique qui a un aspect positif et aussi un aspect négatif. Et cet aspect négatif que nous allons maintenant considérer, je l'ai intitulé « L'ennui comme semblable à un rongeur ». Un rongeur. Nous sommes parfois semblables à des hamsters qui sommes dans une cage sociale, et qui passons notre temps à faire tourner une roue. Et puis tout d'un coup, du coup on a l'impression que la vie a du sens puisqu'on fait tourner la roue. Et puis voilà qu'un jour, cette roue casse. Et c'est ce qui passe un peu avec cette expérience de confinement. La roue qu'on avait l'habitude de faire tourner dans nos cages, elle casse. Comment va réagir le hamster? L'ennui peut véritablement ronger les rongeurs que nous sommes. D'ailleurs, il y a un jeu de mots qui est assez intéressant. L'ennui nuit. L'ennui est nuisible. Il nuit en provoquant dans l'être humain des mauvaises habitudes. Par exemple, celle de la paresse, la fuite dans le virtuel addictif. D'ailleurs, il y a un cercle vicieux. L'ennui peut générer la paresse, qui elle-même génère l'ennui, qui fait tomber encore davantage dans la paresse, etc. Et on n'en sort plus. Comme dit un proverbe italien, la paresse est la mère de l'ennui. Et puis alors, il y a un proverbe corse que je trouve magnifique. Corse, si quelqu'un vient te voir pour se reposer, aide-le. On a un fameux exemple dans la Bible avec le roi David, en 2 Samuel 11, 1 à 2. En fait, David est quelqu'un qui a beaucoup agi. Il a été courageux, il a pris la défense de son peuple, il a vraiment agi, etc. Et puis, un jour, il y a une guerre à mener. Et au lieu d'être à la guerre, à la tête de ses armées, voilà que David erre sur la terrasse de son palais, alors que ses hommes campent sous tente. Et voilà, il est là, et c'est à ce moment-là que, étant resté un soir à Jérusalem, il y a toute cette histoire de Bethsabée qui commence à cause de cela, à cause de cet ennui. Oui. Donc l'ennui peut, avec toutes les conséquences épouvantables que cela entraîne. C'est assez intéressant de voir que fondamentalement, à la racine de tout cela qui va aboutir à mort d'homme, et à mort d'enfants, mais à mort d'homme beaucoup. Donc, il y a un ennui, une sorte de paresse, oui. Donc, l'ennui peut vraiment détricoter ce qu'on a construit patiemment au long de sa vie. Il peut détruire à petit feu, décréer, l'ennui comme force de décréation, de déstructuration. Ne dit-on pas d'ailleurs mourir d'ennui, s'ennuyer à mourir? L'ennui devient à ce moment-là semblable à un trou noir qui engloutit tout. Il aspire dans un espace-temps apparemment sans promesse. Je pense ça m'avait beaucoup frappé à ce chômeur longue durée qui avait vraiment le désir de travailler, mais pour plusieurs raisons ce n'était pas possible. Et donc qui était dans une sorte d'ennui profond qui le détruisait, non seulement psychiquement, mais aussi
physiquement. Ça se voyait vraiment sur son visage. Et du coup, on préféra n'importe quoi à l'ennui, tout plutôt que l'ennui. On va essayer de tromper, comme on dit, l'ennui, de 1000 manières. Même si, quand on trompe l'ennui, on sait qu'il est là. Sinon, on le détruirait, mais on sait qu'on ne peut pas le détruire. Il est là, et donc on va essayer de le tromper. On feint d'ignorer sa présence, par exemple par un suractivisme. L'ennemi, en effet, ne semble pas, l'ennui, en effet, ne semble pas toujours un ennemi très loyal. On tente de l'esquiver, soit par le culte de l'activisme, soit par le culte des divertissements à tout crin, avec les nouveaux paramètres imposés par le confinement. Il adhérait à l'immense question du virtuel, qui est une chance extraordinaire d'un côté, mais qui est aussi peut être vraiment un vrai piège. Comment se situer intelligemment face à cet univers du virtuel. Même les problèmes, les souffrances semblent préférables à l'ennui. Ça, c'est quelque chose de très fort. Vous avez dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de Goethe, qui parlait de la mauvaise herbe de l'ennui, qui est aussi un épice contre la souffrance. Eh bien, voilà, même les souffrances, en quelque sorte, surtout celles des autres, on la préfère à celle de l'ennui. Là, quand je dis surtout celle des autres, c'est pas tout complètement correct, mais enfin quand même, oui. Voilà. En effet, la souffrance peut vraiment être une occupation, si vous voulez, qui nous divertit de l'ennui. Excusez-moi, je devrais parler avec beaucoup de délicatesse de la souffrance, parce qu'il y a vraiment des immenses souffrances, etc. Et bon, donc il faut être très, très nuancé et délicat dans ce domaine-là. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'ennui apparaît comme la chose la plus détestable possible et imaginable. On préfère même l'enfer à l'ennui. C'est Schopenhauer qui a lancé l'idée, qui a fait fortune après, selon laquelle les turpitudes de l'enfer seraient préférables à l'ennui éternel du paradis. Voilà. Bref, l'ennui, étymologiquement d'ailleurs ça signifie cela, c'est ce qu'on en a en haine, in odium, ce que l'on déteste. Il apparaît donc comme un ennemi absolu à combattre. Mais en même temps, et c'est le deuxième chapitre que nous allons entamer maintenant, il peut paraître comme un puissant allié dans la réalisation de moi-même et de ma vie. Donc c'est la face positive de l'ennui, que j'ai intitulée « L'ennui et la jachère ». Tout d'abord, une remarque d'introduction. Il ne s'agit pas du tout d'idéaliser l'ennui. Il a quelque chose de douloureux que je ne veux pas évacuer, et même d'absurde. Il est nécessaire et juste de reconnaître sa part de souffrance, de cruauté même, sans tout de suite vouloir positiviser. C'est comme si un jeune ou un moins jeune tombe du bas de l'escalier et puis dit « Oh cool, je suis déjà en bas. » D'accord, d'abord tu t'es fait mal, quoi. Donc, voyez. Donc, l'ennui, surtout quand il est durable, peut faire mal, très mal. Mais il peut être aussi l'occasion d'une belle évolution, d'un renouvellement, de changement de cap. Pour entrer dans l'intelligence de cette réalité, prenons l'image d'une terre en jachère. Aujourd'hui, le terme de la jachère désigne une terre qu'on laisse temporairement à l'abandon, qu'on laisse aller, qui devient donc du coup une terre où il y a plein de choses qui viennent de se mettre. Mais en réalité, la jachère, historiquement, c'est autre chose. Il s'agit d'une terre non pas qui est abandonnée, mais qui est laissée en repos, qui se repose, qui récupère des forces et des vitalités. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Chaos, une terre en chaos et une terre en repos, ce n'est pas la même chose. Ce repos prépare une nouvelle fertilité, prépare l'enracinement et la germination des futures pousses. À cet effet,
l'agriculteur doit cultiver principalement 4 vertus. Tout d'abord, une certaine abnégation. Il doit accepter de ne pas semer à ce moment-là, résister à l'appât d'un gain immédiat, supporter courageusement une absence de production. Deuxième vertu, celle de l'humilité. L'agriculteur, en effet, ne contrôle pas les mécanismes de la nature et de la vie, même s'il les connaît en partie, mais ce n'est pas lui qui les contrôle. Il doit opérer un lâcher-prise, une sorte de laisser-être, pour que les terres puissent se régénérer, les terres qui ont parfois été épuisées par la succession des récoltes. Abnégation, humilité, travail. En effet, une terre en jachère, dans le sens traditionnel du terme, c'est une terre qui n'est pas laissée à l'abandon, mais qui est entretenue. Et pour l'entretenir, sans évidemment faire des semailles, mais il doit effectuer plusieurs labours, nettoyer les mauvaises herbes, mettre du fumier. Donc, la jachère demande un vrai travail. En ancien français d'ailleurs, jachir, je ne sais pas comment on prononce, désigne terre de labour. Et jachérer signifie labourer. Les labours, en fait, accélèrent la minéralisation des matières organiques du sol, ce qui libère des éléments assimilables par les plantes. Donc, la vertu du travail est essentielle à une véritable jachère. Quatrième vertu, c'est celle de la patience. Il faut de la patience. Eh bien, il en va de même dans le champ de l'existence personnelle. Quand je m'ennuie, mon existence est un peu comme une terre en jachère. La jachère pouvant être interprétée soit dans le sens de l'abandon chaotique et du chaos, soit dans le sens du repos, riche en promesses, dans le sens de la respiration. Et donc, si l'on veut aller dans le sens profond et réel et traditionnel de la jachère, eh bien, il convient de mettre en œuvre les 4 vertus du cultivateur. La première, c'est accepter un temps d'inaction, de non-semaille, avec son aspect aussi un peu chaotique, il faut reconnaître. L'aspect chaotique fait partie de l'ennui. Il ne faut pas trop vite l'évacuer. C'est un temps de passivité, qu'on vient d'accepter que derrière le non-faire, quelque chose est en train de se mettre en place. Je ne mets pas la main dessus, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose qui se fait. Sans culpabilité et sans en avoir honte. Souvent, certains culpabilisent de s'ennuyer. Ben non, il n'y a vraiment pas à avoir honte. Ce n'est pas nécessairement lié à l'égoïsme. L'ennui n'est pas lié à l'égoïsme. C'est une expérience, comme je disais dans la vidéo précédente, que fait tout humain. Deuxième vertu à cultiver, c'est celle de l'humilité. C'est-à-dire que je suis tiré de la terre. L'humilité, il y a le mot humus, je viens de la terre. Que je ne contrôle pas tout dans mon existence, que je suis soumis à des lois de croissance qui m'échappent en partie, que je suis dépassé non seulement dans mon esprit, mais aussi dans mon corps, dans mon psychisme, dans ma conscience comme dans mon inconscient. Je ne suis pas pure transparence à moi-même. Je ne suis pas pur autocréateur de moi par moi, pure autoconscience. Je suis un être corporel, pulsionnel et spirituel. Et humblement, il faut pouvoir accepter cela. C'est l'expérience finalement, en termes philosophiques, de la finitude. Sophie Izoard, une philosophe, plutôt une théologienne, écrit ceci: « Peut-être que s'ennuyer, c'est consentir à une forme d'humilité. » C'est-à-dire, en fait, expérimenter sa finitude. Troisième vertu, celui du travail intérieur, que je vais développer dans le point suivant. L'ennui n'est pas automatiquement régénérateur. Ça, c'est le point à bien réaliser. Si on laisse les ronces et les épines, etc., eh bien, ça va devenir le repère, ça va devenir un terrain vague, repère de bêtes féroces, ou rampantes, dont on aura peur, finalement. Et on aura peur de s'aventurer dans ce champ-là.
On peut avoir peur de soi-même, on peut aussi se laisser aller de telle manière qu'il y a des forces qui se développent, et du coup, voilà. Donc, le travail intérieur, pour que notre existence soit vraiment, que l'ennui soit régénérateur, implique un vrai travail. Comment travailler cet ennui? Je vais le développer dans le point suivant. C'est pas si évident que ça, sans pour autant tomber dans l'activisme. Enfin, la patience. L'être humain n'est pas un robot. Il ne suffit pas, quand il est cassé, de remplacer une pièce. Quand votre voiture, ça va pas, vous le mettez au garage et puis pouf, elle est comme neuve. Il suffit... non. L'être humain est un être vivant qui implique un certain mûrissement dans le secret. Nietzsche dit ceci: l'ennui est ce désagréable temps calme de l'âme qui précède la traversée heureuse et le vent joyeux. Il doit le supporter, il doit attendre qu'il produise son effet sur lui. On sait que, en général, l'ennui c'est pour un temps, sauf si alors on tombe vraiment dans la maladie de l'ennui, qui doit aussi être traitée d'un point de vue médical, si jamais pas simplement spirituel, mais aussi, voilà, il peut y avoir des causes aussi de différents ordres. Mais on sait en fait, en principe, l'ennui c'est pour un temps, qu'on va en sortir. On ne sait pas toujours quand on rentre dans l'ennui et quand on en sort. Ça fait partie de la difficulté de l'ennui. Et donc, il convient d'entrer dans ce que Gustav Sievert, qui était assistant de Heidegger et puis qui a été le grand philosophe inspirateur de Maria Montessori, d'entrer dans ce qu'il appelle la patience de la vie. Je trouve que c'est une expression magnifique, entrer dans la patience de la vie. Voilà. Donc, si l'ennui est une mise en jachère imposée en quelque sorte de l'existence humaine, elle implique les 4 vertus du cultivateur, à savoir l'abnégation, l'humilité, le travail intérieur et la patience. Ceci est vrai au niveau individuel, mais on pourrait peut-être se dire aussi au niveau social. La fécondité espérée, quelques aspects, eh bien, c'est la régénération de la créativité. Assez étonnant ça. L'ennui, je pense que tout le monde fait cette expérience, c'est que si on arrive à conduire correctement cet ennui, tout d'un coup, après, pouf, il y a plein d'idées qui jaillissent, viennent à un certain moment. Des nouvelles inventions, etc. Selon les spécialistes de l'éducation, il est important de donner aux enfants des occasions de s'ennuyer, de ne pas les gaver d'activités et d'images. Il y a une belle étude, il y a un bel article qui est paru en 2009 dans la revue Études qui s'intitule « Du bon usage de l'ennui en éducation ». Il pourra faire son foot, son machin, son truc. Bien sûr, c'est bien qu'il y ait du parascolaire, mais qu'il y ait le temps aussi d'autre chose que simplement l'activité, la succession des activités. Et ce qui est vrai pour l'enfant, c'est évidemment vrai à tout âge. Une deuxième forme de fécondité, c'est que l'ennui, lorsqu'il est bien conduit, peut apprendre à se connaître, à explorer son propre mystère personnel, à l'apprivoiser, non seulement dans son aspect lumineux et rassurant, ce que nous sommes, mais aussi dans son aspect plus obscur et angoissant, ce que nous sommes aussi. Il confère un nouveau mode de présence à soi. Il élargit en quelque sorte la demeure intérieure. Je pense que l'ennui, paradoxalement, à la fois fragilise notre existence et à la fois lui donne une ampleur et une force plus grande. Alors vous allez me dire, attends, on ne peut pas dire la même chose, on ne peut pas dire une réalité et son contraire. Bien, sous 2 aspects différents, mais oui. Je pense que l'ennui est facteur de fragilisation et en même temps facteur de développement, de montée en puissance, d'élargissement de l'être à travers le temps. L'ennui aussi permet du coup de faire de sa tente intérieure, de son intériorité, un lieu d'accueil pour le mystère d'autrui. Non seulement dans son aspect lumineux et rassurant, mais aussi le mystère d'autrui dans son aspect plus errant et angoissant, qui vit en fait la même chose. En fait, l'ennui est lié au mystère de la croissance humaine.
mue par un moteur invisible, sa fringale d'absolu. C'est une expression qui est peut-être un peu paradoxale, mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous mus par la fringale absolue. Et les gens qui sont cyniques ou qui deviennent cyniques ou qui deviennent résignés, etc., c'est finalement une certaine forme de déception par rapport à cette fringale d'absolu. Alors pour terminer, je voudrais vous proposer 9 moyens de labourer sa terre en jachère. 9 moyens de travailler. Avec une question préliminaire que je me suis posée. Pourquoi l'ennui peut-il générer tellement de fatigue, alors qu'on ne fait rien, d'abattement, d'épuisement même parfois? J'ai besoin de 3 mois de vacances, au moins 4 fois par an. Donc, je me suis dit, mais comment expliquer philosophiquement, pas simplement psychologiquement, cette réalité de la fatigue liée à l'ennui, alors que normalement, quand on fait rien, on devrait être plein d'énergie. Alors, c'est une question à mon avis intéressante à creuser, il y a plein de facteurs explicatifs, mais une des principales, me semble-t-il, réside dans tout l'effort et le travail intérieur à laquelle convoque l'ennui, qui est d'abord en fait un travail inconscient, sur lequel je ne vais pas m'aventurer ici, mais c'est aussi un travail conscient, dont je voudrais ici partager 9 brefs moyens. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se passent en fait, pendant la période de l'ennui. Mais c'est comme masqué à nous-mêmes, c'est comme caché. Chacun, évidemment, a sa propre expérience et a mis en œuvre ses propres stratégies. Donc, je ne prétends pas ici faire une sorte de, je sais pas moi, de moralisation de l'ennui, mais je vous partage 9 petits moyens qui me semblent utiles. Tout d'abord, avoir le courage de laisser tomber ces béquilles activistes qui maintiennent un peu superficiellement dans l'existence. Sans rechercher évidemment la compagnie de l'ennui pour elle-même, quand il se présente, l'accueillir, sans chercher d'y remédier illico presto, en allant tout de suite sur son portable, qui est devenu comme une sorte de prolongation de notre corps. Voilà. Deuxième petit moyen, mais ce premier moyen, ça demande du courage parfois. Voilà. Deuxième moyen réside dans un mot que je trouve magnifique, musicalement génial, c'est le mot farniente. Il faudrait faire un jour un clip vidéo là-dessus d'ailleurs, certainement que ça doit exister. Le farniente, qui est composé du verbe faire et du substantif rien. Fare niente, avec un trait d'union entre les deux qui donne toute une musicalité, qui fait traîner encore le faire de rien. Enfin, voilà. Il n'y avait que les Italiens qui pouvaient inventer ce genre d'expression extrêmement musicale. Donc de se laisser porter par le temps, toujours fouillant, dans une voiture, dans un train. Quand vous êtes dans un train, est-ce qu'il faut tout de suite rentabiliser le temps, ou bien laisser traîner vos yeux sur le paysage qui défile, etc., avec un vide de pensée. Voilà, ça fait du bien de ne penser à rien, sans écouter tout de suite de la radio, enfin de la playlist, là, enfin oui, donc on peut même, à certains moments, s'amuser avec son ennui. C'est une expérience à faire. Bon. Troisième moyen, celui de l'émerveillement devant les petites choses de la vie, à commencer par celle de la nature. Quand on se lève le matin, on se dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis tout d'un coup, il y a un oiseau qui chante. Quand on a la chance d'avoir des oiseaux pas trop loin, ou des perruches à Bruxelles, il y a beaucoup de perruches qui font du bruit parfois. Donc voilà. Regardez passer les nuages, ou le vent souffler dans les branches. Je ne veux pas ici jouer aux romantiques qui cherchent l'art de bien bailler, comme je disais dans la vidéo précédente. Vous savez qu'il y a d'ailleurs un courant du slow life, vous pouvez regarder sur Internet, c'est assez intéressant de vivre les choses paisiblement. Tourner le regard vers la fenêtre et non vers le mur. Dans l'Écriture sainte, plusieurs fois, il y a une mise en scène d'un petit combat intérieur, d'une personne qui ne va pas bien,
Et elle se dit, est-ce qu'il faut que je tourne ma tête vers le mur ou vers la fenêtre? Eh bien, je pense que un des moyens d'action très puissants par rapport à l'ennui, c'est de tourner son regard non pas vers le mur, mais vers la fenêtre, de rentrer dans l'émerveillement, ce qui permet après, de se connecter ou se reconnecter à la nature, de l'accueillir à... On arrête? De l'accueillir à frais nouveaux. Quatrième petit moment, rendre des services gratuits. Ça paraît bête, ça paraît enfantin, ça paraît... voilà. Mais en fait, ce moyen est extrêmement puissant pour sortir de l'ennui. C'est un moyen simple, concret, et qui marche quel que soit l'état intérieur que l'on traverse. On n'est pas bien, eh bien, on va servir l'apéro aux autres. Dans l'ennui, en fait, il y a quelque chose d'incommunicable, d'enfermant sur soi-même. Pensez par exemple à la fameuse héroïne de Flaubert, Emma Bovary, qui s'ennuie mortellement et qui est donc voilà, qui va se déconnecter radicalement de son mari. Voilà. Et donc en fait, c'est l'inverse. Pour sortir de l'ennui, il ne faut pas se déconnecter des autres, même si à certains moments on a besoin de se déconnecter des autres, d'être dans sa chambre. Mais fondamentalement, le fait de rendre des petits services gratuits sort de soi-même, sort du cercle que l'on a pu se construire en s'ouvrant sur les besoins des autres. Lors de la visite de personnes âgées dans un home, j'ai été vraiment touché par une personne qui avait toujours le souci d'ouvrir les rideaux. C'était son petit service. Et pour elle, c'était vital. Enfin, c'était vraiment extrêmement important. L'ennui oublie toujours l'amour. L'ennui oublie toujours l'amour. Les petits services en sont une expression, en sont un remède, si vous voulez. L'âme qui aime vraiment ne s'ennuie pas. Cinquième petit moyen, mettre des mots sur ce que l'on vit, en sachant et en acceptant que l'on ne comprendra pas tout. La deuxième partie de la phrase est importante. C'est important de pouvoir savoir qu'on ne comprendra pas tout, mais de pouvoir interpréter correctement ce que l'on vit, peu à peu. Comme dit Alfred de Musset, il est doux de se croire malheureux quand on n'est que vide et ennuyé. Et donc le fait de mettre des mots permet de se connecter à soi-même, à sa pensée, pas simplement à son imaginaire, mais aussi à sa pensée qui est en connexion avec la réalité, à ses émotions, à ses désirs, à ses sensations. Mettre des mots permet d'aller véritablement à la rencontre de soi-même, de donner du sens à ce que l'on vit. Le sixième petit moyen d'action pour labourer cette terre de jachère qu'est l'ennui, c'est de prendre davantage conscience de son corps, d'en prendre soin dans une juste proportion. L'ennui, en effet, est un rendez-vous avec soi-même, pas simplement avec son propre esprit, ou son monde virtuel, son imaginaire, aussi important soit-il, mais c'est aussi rendez-vous avec soi-même comme être corporel. Alors ici au presbytère, il y a une sorte de petite saine émulation entre nous. Nous sommes 3 prêtres confinés ensemble. On se cuisine des plats. Voilà, il y a une sorte de... il y en a qui sont plus doués que d'autres, je reconnais volontiers. Même si, évidemment, malheureusement, on ne s'ennuie pas trop quand même. On est dans une forme d'activisme, voilà, qui peut cacher quand même aussi pas mal d'ennuis. Mais le fait de cuisiner pour l'autre, justement, allie la question du temps. Un bon plat, j'ai appris que pour faire cuire un bon poulet, il vaut mieux le faire cuire à petit feu. Donc il faut prévoir ça un petit peu à l'avance. Alors que quand on est dans la vie normale, en dehors du confinement, on arrive et pouf, on dépose les trucs et puis vive le micro-ondes, etc. Bon. Mais la cuisine allie en fait l'aspect corporel, l'aspect du temps, et l'aspect aussi de la communion, de la matière,
cuisiner pour soi-même est en fait assez compliqué. Pour les personnes seules, c'est une des choses sans doute les plus compliquées, les plus difficiles. Mais cuisiner pour autrui, il y a une joie en fait. Septième moyen, ben, évidemment, c'est face à l'ennui, ben, de s'engager dans certaines activités, sans tomber dans l'activisme. Hein. La lecture, c'est vraiment un trésor la lecture. Bon, évidemment, il faut pouvoir le découvrir, etc. Hein, et on réserve souvent la lecture, oui, mais pour ça, il faut être intellectuel, etc. Absolument faux. La lecture est à la portée vraiment de tout le monde. Ça demande un petit effort au début, mais la lecture est un trésor, pour une fois développer cela, hein, mais extraordinaire. Les activités artistiques, que ce soit une vraie écoute de la musique, le fait de construire des petites vidéos. Je suis frappé de voir la créativité qu'il y a dans les petites vidéos, vraiment pleines d'humour durant ce confinement. La peinture, la poésie pour ceux qui aiment jouer avec la langue. En fait, les activités artistiques ont souvent été confisquées par les gens de métier. Ou plus précisément, on a imaginé qu'il fallait être artiste patenté pour pouvoir vivre ce genre d'expérience. Eh bien non, c'est absolument faux. Je pense que tout être humain possède une fibre artistique et l'ennui peut être l'occasion de la développer. Alors bien sûr, ce ne sera pas du même ordre que ceux qui en ont fait toute leur vie, mais voilà, je crois beaucoup à cela, l'aspect de artistique. Le travail manuel, différentes formes d'apprentissage. Là, sur Internet, il y a des tas de choses qu'on peut apprendre qui sont vraiment passionnantes et vraiment d'utiliser cet outil intelligemment pour pouvoir devenir compétent dans l'une ou l'autre matière. Puis différentes formes de travail qui donnent finalement la joie au cœur, même s'il faut un peu se forcer au début. Huitième et avant-dernier moyen, je reprends une petite citation de Gemma Serrano, donc la philosophe, je pense qu'elle est italienne, qui dit ceci: s'enraciner dans le devenir en adhérant au présent. S'enraciner dans le devenir en adhérant au présent. Et à cet effet, de rentrer dans une humble soumission au rythme du temps, des jours et des nuits, des repas. Je pense que dans l'ennui, un des chevaux de bataille les plus importants, c'est l'heure du coucher. Je crois qu'il y a vraiment un combat important autour de cela, bien de pouvoir rythmer ces journées par une heure de coucher raisonnable, tout en laissant évidemment toujours le temps, l'espace à l'imprévu. Il ne s'agit pas de se stresser en faisant un horaire insupportable pour tout le monde, mais à commencer pour soi-même. Mais voilà, l'humble soumission du temps. Je pense que la plupart des gens dans cette période de confinement se sont imposés un horaire et ont vu les fruits que ça pouvait porter. Enfin, dernier petit moyen, après avoir parlé donc du courage de laisser tomber ces béquilles activistes, le farniente, l'émerveillement des petites choses, le fait de rendre des services gratuits, le fait de mettre des mots sur ce qu'on vit, le fait de prendre davantage conscience et soin de son corps, le fait de s'engager dans certaines activités résolument, le fait d'avoir une soumission à un horaire. Le neuvième et dernier moyen qui est extrêmement fort et qui est peut-être même le plus fort de tous, c'est la question de la vie spirituelle. Alors je voudrais dans une vidéo future vous en parler plus longuement. Je voudrais simplement vous raconter une toute petite histoire à ce sujet-là, celle de Jane, 11 ans, surnommée dans sa classe pile électrique, qui avait été reléguée au dernier banc, avec pas de voisine, parce qu'elle bougeait tout le temps. Et puis un jour, pile électrique n'est pas venue à l'école. En fait, elle a dû être dans un hôpital pendant longtemps. Elle était très gravement malade. Et 4 mois plus tard, elle est revenue en classe. Et lors d'un cours de religion, le professeur demandait aux enfants: tiens, mais quelle est une des plus belles expériences que vous ayez jamais fait de votre vie? Pour être plus précis, quel est le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu de votre vie? Et Jane, qui est arrivée en fait en classe avec un foulard sur la tête, plus de cheveux, a levé le doigt tout de suite. Le professeur était un peu étonné.
Et elle lui a dit, vas-y Jane, et elle a dit le silence. Alors le professeur était complètement stupéfait. Que Jane dise le silence paraissait complètement stupéfait. Improbable, impossible. Et alors elle lui demande, mais Jane, tu peux nous expliquer pourquoi? Et elle a répondu, écoutez madame, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital et à un certain moment j'avais tellement mal à la tête que je ne pouvais pas regarder la télévision, je ne pouvais pas lire, j'étais dans une semi-pénombre. Et là, j'ai entendu des choses que j'ai jamais entendues, et j'ai compris des choses que j'ai jamais compris, et j'ai senti des choses que j'ai jamais compris, que j'avais jamais ressenti avant. J'ai ressenti la présence de Dieu. Et voilà, donc je vous dis ça, mais je pense que la vie spirituelle, la vie avec le Seigneur, est vraiment ce qui permet non seulement de sortir de l'ennui, mais de situer l'ennui à sa juste place. Dieu vient pour justement élargir, mais là je sors de mon terrain philosophique dans lequel je me suis confiné volontairement avec vous. Le mystère de l'incarnation, c'est justement Dieu qui vient traverser l'ennui et en faire, dans la vie spirituelle aussi, même un lieu de divinisation. Mais je laisse ça pour plus tard. Concluons notre voyage en reprenant un proverbe bantou de 1885 qui dit « Le remède de l'ennui, c'est le voyage ». Évidemment, il s'agit d'un voyage, comme vous l'avez perçu, qui est essentiellement intérieur, auquel le confinement nous condamne. En tout cas, il nous donne une occasion en or. Le monde extérieur cesse de nous distraire, même s'il continue à nous atteindre en grande partie à travers l'univers digital, heureusement d'ailleurs. Encore une fois, je ne voudrais pas trop idéaliser une réalité qui a des côtés extrêmement pénibles, voire dangereux, mais en même temps, je ne voudrais pas non plus chasser l'ennui dans une sorte de zone de l'inhumain. L'ennui peut être, comme le dit le philosophe Emmanuel Jaffelin, une parenthèse qui nous ressource. Une parenthèse qui nous ressource. Plus nous profiterons de cette pause parenthèse, dit Emmanuel Jaffelin, plus nous comprendrons que l'action n'est pas l'agitation, que cette digression offre en réalité une belle opportunité à la progression. Et la joie, infaillible, sera finalement au rendez-vous. Merci beaucoup.